Salut tout le monde et bienvenue sur Who Got Next. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à celle d'hier. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va débriefer sur le groupe F, donc les 6 équipes qui composent ce groupe. On va revenir équipe par équipe sur ce qui s'est passé un petit peu pour elles sur ce début de saison. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire dans les commentaires, comme pour la vidéo précédente, quelle équipe de ce groupe vous a plus parlé, vous a impressionné sur ce début de saison. Et avant de commencer équipe par équipe, on fait comme hier un petit point classement sur le groupe. Donc comme on peut le voir, le Fener qui a 8 victoires, 0 défaites, toujours invaincu sur la saison, qui fait figure d'épouvantail dans cette Euroleague. Derrière, on a Valence avec 7 victoires pour une défaite. Prague qui est à égalité avec Saragosse en 3e et 4e place avec 5 victoires pour 3 défaites. Ensuite, on a Venise avec 3 victoires et 5 défaites au compteur. Et en dernière place, avec un bilan de 1 victoire pour 7 défaites, donc le pire bilan sur cette deuxième phase, c'est Polkovice, une équipe qui est vraiment dans le dur, on va en reparler tout de suite. Sans perdre de temps, on commence par l'équipe de Polkovice, qui pointe à la dernière place du groupe avec un bilan de 1 victoire en 8 matchs. Une victoire qui est survenue en tout début de saison contre Villeneuve d'Ascq, qui était très affaibli par les blessures, et une victoire sur laquelle on ne peut pas réellement se fier pour faire des analyses sur cette équipe de Polkovice. Malgré tout, avec son bilan terrible, l'équipe a quand même posé problème à quelques grosses cylindrées de l'Euroleague. On pense notamment au premier match contre le Fenerbahçe sur la saison où elles ont perdu seulement de 2 points. On pense au match aller et retour contre Saragosse où Saragosse a dû vraiment s'employer pour se défaire de cette équipe. Et c'est une équipe qui comptait sur son talent offensif pour essayer de gagner des matchs. C'est une équipe qui pointe à la dernière place au niveau de la défense sur cette Euroleague. Sur les 12 qualifiés, c'est elle qui a la plus mauvaise défense, avec quasiment 80 points encaissés par match, ce qui est énorme. Et c'est une équipe qui s'appuyait sur les talents de Annette Steinberga, d'Alexis Peterson et de Emma Cannon. Malheureusement, ces 3 joueuses ont quitté le club, et c'est pour ça qu'on va aller très vite sur cette équipe de Polko dans cette vidéo, car toute analyse qu'on va faire maintenant ne sera pas réelle par rapport à ce qu'on va retrouver sur la suite de la saison. Parce que, comme je le disais, on est vraiment sur une équipe qui s'appuyait sur ces 3 talents, une équipe qui vraiment essayait de jouer offensivement, parce que c'est des joueuses d'attaque, hein. Alexis Peterson, Annette Steinberga, c'est des joueuses qui ont besoin du ballon, qui aiment attaquer. Par contre, de l'autre côté du terrain, on a l'impression que le terrain est un peu en pente et que ça a plus de mal à faire les efforts défensifs. C'est des joueuses qui sont assez physiques. Alexis Peterson, malgré sa petite taille, elle n'hésite pas à mettre son corps en opposition à y aller. Annette Steinberga, c'est pareil, c'est une joueuse qui peut être considérée comme dirty par certains, parce qu'elle a des coups qui peuvent faire vraiment mal, mais c'est du contrôle, et ce sont des joueuses qui sont référencées en Europe. Malheureusement, comme je le disais, elles sont parties, elles ont quitté le club. Donc au moment de la fin de la première phase, Annette Steinberga a décidé de partir pour Galatasaray. Peu de temps après, Alexis Peterson a quitté le club à son tour et est parti pour Beşiktaş. Donc les deux se sont exportés en Turquie. Et Emma Cannon, juste avant la trêve hivernale, a décidé avec le club de rompre son contrat. Ce qu'on peut comprendre étant donné que sur les derniers matchs, Polkovice a été capable d'aligner 7 joueuses seulement sur la feuille de match contre Valence par exemple. Donc pour une joueuse de ce calibre-là, c'est vraiment problématique. Attention, parce que Emma Cannon, elle peut aller renforcer une des grosses équipes, une des grosses cylindrées européennes, et ça peut vraiment changer la dynamique sur la fin de saison en Euroleague. Donc, comme je le disais, on va passer très très vite sur cette équipe de Polkovice, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, on ne va pas pouvoir analyser grand-chose, étant donné que les 3 joueuses majeures de cette équipe ont décidé de partir, à juste titre, étant donné la situation dans le club et les résultats sportifs du club. On continue avec l'équipe qui pointe à la 5e place du groupe avec un bilan de 3 victoires pour 5 défaites. C'est Venise. Venise, l'équipe de Lisa Bercani qui joue sa 2e saison en Italie après un passage en Belgique et qui retrouve l'Euroleague et qui est dans une équipe qui fait un peu les montagnes russes. C'est ce que je disais hier, on a pas mal d'équipes qui sont sur courant alternatif sur ce début de saison. Et Venise en fait partie. Un peu de la même manière que Polkovice, c'est une équipe un petit peu poil à gratter dans ce groupe et en Euroleague en général. C'est une équipe qui a des vraies qualités offensives, mais qui rechigne un peu plus à faire les efforts en défense. Ça peut s'expliquer aussi par le profil des joueuses. On a des joueuses qui sont
porté vers l'attaque, mais quand il faut faire les efforts défensifs, bah, ça devient un peu plus compliqué. On pense à Camilla Smalls, à Lisa Berkani, à Mathilde Villa, qui a forcément pour sa première saison un peu de mal à prendre la mesure sur certains adversaires, ou même à Awak Couillère, qui est sauvé par son envergure sur certaines séquences, mais qui a vraiment du mal à faire les efforts défensifs et à se servir de sa taille pour vraiment avoir ce rôle de protectrice de cercle qu'on peut attendre d'elle. Comme je le disais, c'est une équipe qui peut un petit peu embêter tout le monde. Elles ont gagné 2 matchs contre Győr, donc qui est une équipe assez faible de cette Euroleague en première phase, mais elles sont quand même imposées contre Valence, qui fait partie des épouvantails de ce groupe, avec 7 victoires pour une défaite. Donc vraiment, la seule défaite de Valence, c'était contre Venise. C'est une équipe qui a aussi réussi à faire déjouer un petit peu le Fener. Elles se sont inclinées que de 8 points juste avant Noël, alors que le Fener commençait à trouver un petit peu son rythme et venait d'enchaîner en coupe et en championnat 2 victoires contre Mersin, donc très grosse équipe européenne. Donc vraiment, il y a de quoi se réjouir pour Venise, sachant que c'est la première saison du club en Euroleague. Elles ont joué l'an dernier en Eurocup. Et donc, il y a plein de joueuses qui découvrent ce niveau. On pense à Mathilde Villa essentiellement, étant donné que c'est une très jeune joueuse, qui, de la même manière qu'Iana Martin avec Avenida, a les rênes de cette équipe. C'est elle qui est titularisée sur le poste 1, qui a vraiment la balle en main. Elle est troisième meilleure scoreuse de l'équipe, meilleure passeuse. On sent vraiment qu'elle est capable d'exploser à tout moment. Et c'est vraiment bon signe pour cette équipe de Venise pour la suite. Et ces défaites, elles peuvent s'expliquer par plein de petits détails. Comme je le disais tout à l'heure, déjà le manque d'efforts. Le manque d'efforts en défense et le manque d'efforts au rebond. C'est une équipe qui prend seulement 32 rebonds par match, et avec des joueuses comme Awak Couillère ou Dragana Stankovic, la Serbe, toutes les deux ont une envergure énorme. Et c'est vrai que ça fait un peu tâche de les voir à 6,5 et 4 rebonds par match. Bon, faut quand même savoir que Dragana joue assez peu sur les matchs, même pas 20 minutes de moyenne. Mais c'est vrai que bah, ça laisse beaucoup de secondes chances à l'adversaire. Et face à des équipes comme le Fener, comme Prague ou comme Valence, bah, on est très vite puni derrière quand on laisse des munitions supplémentaires. Le deuxième détail qu'il faudrait régler, c'est le manque de régularité. C'est une équipe qui est capable d'énormes coups de chaud, par l'intermédiaire d'Awak Couillère, de Lisa Berkani ou de Camilla Smalls, mais le reste du temps, ça peut devenir compliqué. On l'a vu plusieurs fois, des possessions où Mathilde Villa est très bien défendue, n'arrive pas à faire des différences. Camilla Smalls bah, commence à faire son âge et donc est moins explosif sur ses départs et sur ses drives. Awak Couillère n'est pas forcément en réussite et on se retrouve avec des possessions où on est obligé de prendre un tir casse-croûte au bout des 24. Et ça, contre bah, des fortes équipes où bah, à ce niveau-là en Euroleague, ça pose un petit peu problème. Et c'est là qu'il faudrait aussi bah, travailler sur des systèmes, des plans de jeu qui permettent de trouver des tirs, d'amener les joueuses dans des zones préférentielles et bah, d'améliorer certains pourcentages. On voit que c'est une équipe qui prend assez peu de tirs à 3 points. Pourquoi pas essayer d'appuyer un petit peu plus là-dessus. Donc on voit que Lisa Berkani en prend quasiment 5 par match. Pourquoi pas réduire un peu ce nombre, mais la faire driver un peu plus pour créer des décalages et trouver des bons tirs. Camilla Smalls est une shooteuse très honnête. Awak Couillère est capable d'en mettre aussi. Mathilde Villa également. Donc voilà, essayer d'espacer un peu plus le jeu, de jouer sur du jeu un peu up-tempo. C'est une équipe qui est relativement jeune malgré tout, hormis Camilla Smalls, qui vient quand même apporter son expérience à cet effectif. Mais voilà, courir un petit peu plus et jouer. Vraiment, c'est une équipe qui a tout pour une équipe joueuse et, et vraiment embêter un petit peu ces mastodontes du groupe et pourquoi pas aller gagner quelques matchs supplémentaires. Donc vraiment, là, la fin de saison de Venise, ça va être bah, emmagasiner de l'expérience pour certaines joueuses. On se doute que dans ce groupe qui est assez relevé, avec 3 très grosses équipes, bah, ça va être compliqué d'essayer de jouer une place pour le play-in, mais pourquoi pas bah, engranger de l'expérience, comme je le disais, aller essayer de taper bah, certaines équipes, pourquoi pas Saragosse, pourquoi pas le match retour contre le Fener, essayer de bah, les embêter un petit peu plus, responsabiliser d'autres joueuses aussi, arrêter de faire tourner l'attaque que autour d'Awak Couillère, qui est une joueuse incroyable, mais qui bah, parfois est un peu nonchalante et manque de réussite. Donc voilà, essayer de donner les clés à d'autres joueuses sur certaines séquences, et ça peut débloquer certaines situations et rendre le jeu un peu moins prévisible de la part de Venise. On enchaîne avec la première équipe espagnole de ce groupe, c'est Saragossa,
Une équipe qui sort d'une très belle saison l'année dernière sur le plan collectif, même si dans le jeu, il y a quand même des choses à redire, et qui a un peu de mal à confirmer cette année, qui reste dans le positif avec un bilan de 5 victoires pour 3 défaites, mais qui, on le ressent encore une fois dans le jeu, a du mal à vraiment s'imposer et à imposer son style de jeu en Europe. Je vous cache pas que pour moi, Saragossa, c'est un peu l'équipe calvaire de cette saison. Je suis un grand fan des collectifs léchés offensivement et de vraiment des équipes qui mettent en place un jeu offensif qui est agréable à voir jouer. Et Saragossa, c'est un peu l'inverse. C'est la pire attaque de ce groupe F et on le ressent vraiment dans le jeu. Malgré tout, on a 4 ou 5 joueuses qui sont à 10 points par match, donc c'est assez homogène, la menace peut venir de partout, mais il manque ce point d'appui, cette star un petit peu dans cet effectif. Le jeu tourne beaucoup autour de Tanaya Atkinson et de Gatling, et, et avec la balle en main, c'est souvent Mariona Ortiz qui est obligée de créer pour les autres, de faire des décalages. Malheureusement, elle est de mieux en mieux défendue et ça devient très compliqué pour Saragossa de développer son jeu offensif. On a malgré tout des belles surprises avec l'émergence d'Elena Puello, de Hermosa, qui sont deux jeunes Espagnols qui sont vraiment intéressantes dans le jeu, qui se battent, qui défendent fort. Il y a eu un match à 7 interceptions d'Elena Puello. Hermosa, sur les minutes qu'elle donne, elle est vraiment active, que ce soit au rebond, que ce soit offensivement. Elle a vraiment cette grinta espagnole et elle amène vraiment ce supplément d'âme à cette équipe. Mais ça reste quand même très compliqué à regarder un match de Saragossa. Et très honnêtement, si c'est peut-être l'équipe que je vous conseille le moins de regarder avec Polkovic. Vous allez vraiment être dans le dur quand vous allez regarder leur match. Par contre, c'est vraiment une équipe qui a du cœur. De la même manière que l'année dernière, là, cette année, on pense aux 2 derniers matchs, notamment sur la phase 2, où elles étaient largement menées contre Venise, et elles ont quand même réussi à aller s'imposer, et elles sont allées forcer une prolongation. Bon, elles auraient pu gagner le match, il y a eu un lancer franc raté, mais elles auraient pu remporter ce match-là, mais elles ont forcé une prolongation contre Valence. Donc vraiment, c'est des performances qui sont très très fortes, et elles arrivent à faire déjouer les équipes sur certaines séquences. Le souci, c'est de réussir à les faire déjouer sur des séquences assez longues pour derrière réussir à mettre des points. Et c'est là où ça devient assez compliqué pour Saragossa, c'est sur le côté offensif, comme je le disais tout à l'heure. Et cette faiblesse offensive, elle peut en grande partie s'expliquer par le tir à 3 points. C'est une équipe qui prend encore moins de tirs à 3 points que Venise, avec seulement 18 par match, donc ce qui est très très faible, et qui tire à peine à 28%. Donc forcément, en face, les défenses, elles s'adaptent. Elles savent que elles peuvent plus donner des aides et attendre un peu plus dans la raquette. Et ça devient tout de suite problématique pour Saragossa de créer des décalages. On sait que Mariona Ortiz est une joueuse qui aime driver, qui aime aller dans les petits espaces pour trouver des lignes de passe. Et quand la défense arrive à collapser dans la raquette, forcément les espaces sont réduits et c'est de plus en plus dur de servir les intérieurs ou de kicker sur des joueuses extérieures, en sachant que même avec des kicks, les joueuses ne vont pas sortir sur ces tirs-là, parce que les pourcentages sont tellement faibles qu'on peut vivre avec Saragossa qui nous met un 3 points. Ça ne nous pose pas réellement de problème. Donc vraiment, le recrutement là-dessus et la perte de Léonie Fibiche par rapport à l'année dernière se ressent beaucoup là-dessus, parce qu'il y a beaucoup moins de variété dans le jeu de Saragossa. Et forcément, cette année, ça se ressent. Et on sent que l'année qui devait être l'année de la confirmation pour cette équipe, elle, elle tourne un petit peu mal. Donc le bilan reste très bon. Comme je le disais, on voit que c'est une équipe qui lâche jamais rien et qui va toujours jouer jusqu'au bout. Malgré tout, ça reste assez faible dans ce groupe. Et on ne sait jamais, hein, sur un malentendu, elles peuvent aller chercher un play-in et on leur souhaite, hein. Les phases finales vont pendant 3 ans se jouer chez elles. Donc on espère qu'elles puissent goûter à jouer une phase finale à la maison. Mais c'est vrai que on les voit mal aller très loin dans la compétition. Peut-être sortir du groupe. Après, ça va devenir très compliqué, je pense, pour elles. On continue avec une équipe qui est une habituée des Final Four, mais qui affiche un bilan de 5 victoires pour 3 défaites cette saison. C'est Prague, l'équipe de Valeriana Yahi. Une équipe qui a eu du mal sur ce début de saison, forcément, il manquait des joueuses. Breonna Jones est arrivée en cours de route, Izzy McBegor est arrivée très récemment et n'a joué qu'un seul match.
Donc forcément, le début de saison a été plus compliqué. Malgré tout, elles ont fait le job, elles ont assuré l'essentiel. Il y a eu seulement 2 défaites contre Valence et une contre le Fener, donc qui sont des équipes très fortes dans ce groupe. Donc vraiment, il y a pas à rougir des performances. Malgré tout, il y a pas mal de petites choses à dire sur le jeu concernant Prague, et on va revenir là-dessus. C'est une équipe, comme je le disais, qui a eu du mal à rentrer dans sa saison. Donc c'est en grande partie expliqué par les absences. Forcément, d'avoir 2 à 3 joueuses majeures qui jouent euh, très peu de matchs. Maïté Cazorla n'a joué que 5 matchs, Brionna Jones 6, Ezi McBegor en a joué qu'un seul. Donc forcément, ça joue sur les automatismes et sur l'effectif. On en parlait hier avec Mercine sur le manque de répétition et le manque d'automatismes qui peuvent être créés quand on joue peu ensemble. Voilà, ça explique en grande partie ce début de saison un peu poussif. Il y a aussi, pour certaines joueuses, des saisons à rallonge, plus les JO cet été, qui ont vraiment marqué les corps et les esprits. On pense à Valeriana Ayayi, qui, moi, je trouve, a eu un début de saison un petit peu compliqué, qui, depuis, est vraiment rentrée dans sa saison et nous propose ce qu'elle fait habituellement. Donc, vraiment, un niveau de jeu excellent. On le voit en championnat, elle enchaîne les triples-doubles en 10 minutes de temps. Bon, après, c'est le championnat tchèque, hein, donc forcément, toute proportion gardée, mais qui vraiment a passé un cap là, sur le dernier mois et demi de compétition, et qui a retrouvé son niveau de jeu, qui est capable toujours de punir à 3 points, qui est excellente sur l'attaque des close-out. Donc vraiment, Valériane qui rentre totalement dans sa saison et qui va arriver au top là pour la suite de la phase 2. On a aussi Maria Condé qui a fait un début de saison absolument incroyable, mais qui est obligé de prendre les rênes de l'attaque. On sait qu'il y a un vrai problème de création offensive dans cette équipe de Prague. Maïté Cazorla, qui pour moi est une poste 2 plus qu'une poste 1, a vraiment du mal à mettre les joueuses dans les meilleures conditions, euh, dans des positions préférentielles, et à arriver à les servir dans les bons timings. Et c'est Maria Condé qui est obligée de faire ça. Donc là-dessus, elle a énormément progressé. On reparlera d'elle dans une prochaine vidéo. Mais vraiment, Maria a passé un cap cette année. On sent qu'elle s'est aussi épaissie, qu'elle fait un peu plus les efforts défensivement. Donc vraiment, c'est ce dont Prague a besoin. On ne sait jamais, hein, Prague, ça fait quelques années qu'elles échouent assez proches du titre. C'est des joueuses qui commencent à vieillir, forcément, et qui ont peut-être envie de renouveau. Donc que ce soit pour le club ou pour les joueuses, c'est peut-être l'année ou jamais d'aller gagner ce titre en Euroleague avant de reconstruire, pourquoi pas, et de laisser partir certaines joueuses. Quand je dis ça, ce que je disais, je pense avant tout à Maïté Cazorla, qui marque le pas cette année. On la sent beaucoup moins incisive dans son jeu, beaucoup moins patronne de son équipe. Et forcément, ça montre aussi les limites de cet effectif de Prague qui se repose essentiellement sur les stars. Et la star de cette équipe, depuis son arrivée, c'est Brionna Jones, qui est en train de marcher sur absolument tout le monde, qui est une intérieure que j'adore. Elle a joué 6 matchs, donc l'échantillon est un peu plus court que certaines autres joueuses. On en reparlera aussi dans une prochaine vidéo, mais vraiment, elle domine. Il y a plus de 20 dévals, il y a plus de 17 points par match. C'est un monstre à l'intérieur. Et on l'a vu sur le dernier match, par exemple, contre le Fener, où Prague s'appuie essentiellement sur elle offensivement. Et c'est aussi ça qui peut poser problème, c'est que ça devient très prévisible de les défendre. Et contre des raquettes comme celle du Fener, comme celle de Mertine, si on envisage un play-in ou un Final Six, ça va vite poser problème parce qu'elles auront du monde à envoyer sur Briona, et il faudrait trouver un peu d'alternance dans le jeu. Voilà, essayer de trouver d'autres solutions que la servir au poste bas. On sait qu'elle est capable de s'écarter aussi, mais c'est vrai que son jeu est là où elle est le plus dominante, c'est au poste bas. Et c'est vrai que ça a ses limites contre des équipes qui vont ralentir le jeu, qui vont poser un peu plus défensivement, qui vont forcer le Prague, qui manque, comme je le disais, de création, à trouver des solutions par le drive, par autre chose que la balle au poste bas. Et c'est vrai que là-dessus, ça peut être problématique. Malgré tout, c'est une équipe qui est dans les temps, qui a, comme je disais, 5 victoires pour 3 défaites. Donc, on ne se fait pas trop de soucis pour elle. On attend le retour d'Ezi McBegor, qui risque de donner une autre dimension à cette équipe.
Je pense pas qu'elles vont jouer ensemble avec Breonna Jones. Ça risque de s'alterner un petit peu. On va avoir quelques minutes en commun, mais elles risquent d'alterner sur le poste 5 avec Valou en 4. Et vraiment, ça va amener un petit peu d'alternance, un petit peu de défense dans cette équipe. On sait que Ezzy est une joueuse qui est potentielle Defensive Player of the Year en WNBA. Donc d'amener ça en Europe, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Et ça va vraiment aider cette équipe de Prague qui a eu malgré tout quelques problèmes défensifs sur ce début de saison. On l'a vu sur certaines séquences où bah, elles encaissent énormément. Breonna Jones est un petit peu undersized pour son poste. Donc en Europe, ça va. Mais c'est vrai que quand on tombe contre des équipes, comme je disais tout à l'heure, avec des forts secteurs intérieurs comme le Fener ou comme Mersin, voire même Bourges avec Arieta Diaby, bah, ça peut être compliqué sur des matchs coup près. Donc à voir là-dessus. Il y a du positif, énormément. Malgré tout, il faut régler quelques problèmes. Il ne faut pas hésiter à décharger un petit peu Maria Condé de la création. C'est peut-être aussi à Valériane, on sait que c'est une excellente passeuse qui drive extrêmement bien, de créer un peu plus. Pourquoi pas aller chercher Breonna Jones sur des entrées de système pour aller chercher des skip passes, parce qu'elle aussi est une joueuse intelligente et va arriver à trouver ces joueuses qui vont couper à l'opposé ou qui vont se présenter. Donc vraiment, je dirais pas que tous les feux sont ouverts pour Prague. Il faut encore trouver des automatismes, il faut encore se régler sur pas mal de choses, mais c'est positif et on attend la suite de la saison pour les voir. On espère les voir assez loin. Ça serait cool pour Valou qu'elle arrive à gagner cette Euroleague avec Prague. Et, euh, et moi, en tant que supporter espagnol, évidemment, j'espère que Maria Condé va la remporter. Donc vraiment, Prague est une équipe très sympa à avoir joué. N'hésitez pas à vous brancher sur les matchs. L'avant-dernière équipe de cette vidéo, c'est Valencia, qui affiche un bilan de 7 victoires pour une défaite. Une défaite qui est survenue en tout début de saison, lors du deuxième match contre Venise. Défaite un petit peu surprise, où personne s'y attendait réellement. On pensait que ce serait une formalité, surtout après s'être imposé contre Prague la semaine d'avant. Et malgré tout, elles ont réussi à perdre ce match. C'est une équipe qui aime beaucoup se faire peur. On le voit avec des victoires d'une dizaine de points contre des équipes qui sont annoncées comme beaucoup plus faibles. On pense au match contre Polkovice, on pense au match contre Győr, où elles réussissent quand même à se faire peur malgré une nette domination sur la plupart des matchs. Et dans le jeu, il y a quand même pas mal de choses à redire. De la même manière que Prague, c'est une équipe qui a dû attendre quelques semaines avant d'avoir son effectif au complet. Kayla Alexander est arrivé assez tardivement à cause d'une blessure. Même chose pour Bernadette Tatar. Donc ils sont deux des grosses recrues de Valencia pour cet été. Et on ressent vraiment le manque de hiérarchie dans cette équipe. On a les stars, Alina Yagupova en tête, qui prennent beaucoup de tirs, mais on a vraiment ce sentiment de dualité dans l'effectif, avec un très fort secteur intérieur, mais la star qui se trouve sur le secteur extérieur. Et c'est là où ça pose un petit peu problème à Valence, c'est que Alina Yagupova est obligée de créer énormément avec la balle. C'est elle la meilleure passeuse de l'effectif, ce qui est un petit peu bizarre de dire ça pour une joueuse soliste qui aime énormément le ballon et qui prend beaucoup de tirs habituellement. Là, elle est à 12 tirs par match, donc ce qui reste assez correct. Il y a toujours un manque d'efficacité criant pour des joueuses comme ça, un petit peu de la même manière que Lisa Berkani dont on parlait plus tôt. C'est des joueuses qui vont se créer leurs tirs à leur manière et faut vivre et mourir avec. Et donc forcément, on ressent vraiment cette dualité, comme je le disais, sur cet effectif, avec un secteur intérieur très costaud. Nadia Fingal, Stéphanie Mavunga qui font de très belles saisons. Derrière sur le banc, des joueuses comme je disais, Kayla Alexander, Bernadette Tatar, qui démarrent tranquillement et qui commencent à prendre le rythme. Kayla Alexander qui est une joueuse référencée, qui sort de quelques saisons à Bourges, qui est une intérieure référencée en Europe pour son talent, pour sa défense surtout, et sa capacité à marquer près du cercle. Et derrière, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, elles ont de la chance, elles ont un effectif très dense. Le danger peut venir de partout. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi une faiblesse. Parce que de ne pas avoir de star, de ne pas avoir de point d'ancrage dans une équipe comme celle-ci, une joueuse qui va vraiment prendre le jeu à son compte et sans froisser des égaux, ça
c'est ce qui manque à cette équipe. On a Alina Yagupova qui est capable de le faire, qui a mis des tirs extrêmement clutch pour sauver certains matchs. Mais derrière, bah, si elle n'a pas le ballon et qu'elle est obligée de donner le ballon pendant 35 minutes, c'est difficile dans des matchs compliqués pour elle de take over totalement sur les 5 dernières, alors que bah, il y a peu de tirs pris et assez peu de sensations. Donc heureusement, il y a des joueuses comme Caral Cassas, comme Alba Torrens, qui viennent faire le lien un petit peu à cet effectif, de par leur expérience. Caral Cassas, qui est aussi une excellente défenseuse, sûrement l'une des meilleures en Europe, voire même au monde sur son poste. Moi, c'est vraiment une joueuse que j'apprécie regarder. C'est c'est vraiment un plaisir à voir. Je vous disais tout à l'heure que j'apprécie le jeu offensif et les jeux offensifs léchés où on va chercher des passes et des extra-passes. Et bah, Caral Cassas, elle empêche totalement ça. Et c'est vraiment un poison pour les attaques. Elle est capable d'éteindre totalement certaines joueuses. Elle est assez basse sur son centre de gravité, donc ça va vraiment gêner certaines meneuses ou arrières dans les effectifs. Et vraiment, c'est une joueuse majeure de cette équipe de Valencia. C'est d'ailleurs pour ça hein, qu'elle a le deuxième plus gros temps de jeu sur cet effectif de Valence, avec plus de 30 minutes par match. C'est vraiment elle qui, qui est la garante de cette défense de Valence. Mais attention, parce que bah, il y a un bilan de 7 victoires pour une défaite. Il reste 2 matchs à jouer contre le Fenerbahçe, donc le gros morceau de ce groupe. Et derrière, bah, sur un Final Six, voire plus, ça peut poser problème. Parce que bah, on est vraiment sur une équipe qui se cherche encore, qui a du mal à développer son jeu. Ça arrive quand même à se partager le ballon, hein. Il y a quasiment 20 passes décisives par match sur 29 tirs marqués, donc ce qui est très honnête. Mais on sent que c'est un petit peu forcé et ça manque de quelque chose. Il manque ce petit surplus d'âme dans cet effectif. On sait que bah, Raquel Carrera, qui était l'intérieur phare de cette équipe de Valence, est blessée. Elle s'est fait les croisés l'année dernière. On espère qu'elle va pouvoir revenir d'ici peu. Ça paraît un peu compliqué de l'imaginer sur la deuxième phase, mais pourquoi pas sur un play-in ou sur un Final Six, on ne sait jamais. Donc vraiment, on attend avec impatience son retour. Je pense que tous les amoureux de basket sont comme moi. C'est vraiment une intérieure du futur. Et on a hâte de la revoir sur les parquets. Attention donc à Valence, qui peut vraiment taper tout le monde. On sait, avec un effectif comme ça, Laetitia Romero qui est capable de gros coups de chaud. On a d'autres joueuses, hein, Alba Torrens, comme je le disais, avec son expérience, qui est capable de prendre feu et d'en mettre 30 sur un match. Alina Yagupova, pareil, qui peut sortir de sa boîte, avec un secteur intérieur très fort, qui contrôle très bien le rebond, donc qui laisse très peu de secondes chances. C'est vraiment une équipe qui va être difficile à manœuvrer sur des matchs éliminatoires. Mais attention à ne pas se faire peur, de pas rentrer dans un faux rythme offensivement comme ça a été le cas certaines fois et de vraiment continuer de se partager le ballon et de trouver de l'alternance dans le jeu. Ça va être le plus important pour Valence sur la fin de saison pour espérer aller au titre final. Et on termine cette vidéo avec les grandes favorites pour le titre final, l'équipe turque du Fenerbahçe qui est comme Mersin, invaincue, 8 victoires, 0 défaites. Vraiment c'est une équipe qui domine comme chaque année sur les phases de poule. Attention quand même, parce qu'elles se sont fait très peur sur certains matchs. On sent qu'il y a moins cette domination que les autres années. C'est peut-être aussi le syndrome Valérie Garnier, hein, on en reparlera juste après. Mais on sent cette équipe un peu moins souveraine. Donc ça domine, forcément, avec un talent pareil dans l'effectif. C'est difficile de les battre, que ce soit chez elles ou à l'extérieur. Mais vraiment, cette équipe nous a moins impressionnés que les autres années. Et c'est vrai que quand on regarde cette équipe du Fenerbahçe sur la saison, on a vraiment cette impression du chacun son tour. C'est-à-dire qu'en début de saison, on a eu énormément de ballons sur Emma Messman, qui, comme à son habitude, domine. C'est Emma Messman. Il n'y a vraiment pas de mots pour la décrire. Elle est vraiment impressionnante dans sa capacité à faire jouer les autres et à trouver le bon play au bon moment. Mais c'est vrai que bah, derrière ça, c'est un peu chacun son tour. On a des ballons qui vont énormément sur Tina Charles, qui prend beaucoup de tirs. Et c'est vrai que quand elle reçoit le ballon, bah, pour le revoir derrière, c'est un peu compliqué. Et après, bah, faut faire jouer les autres. On a Gabby Williams qui, du coup, touche moins la balle. Et dès qu'elle l'a, bah, va forcer un petit peu, c'est un contre un. Donc, de par son talent,
elle arrive à marquer des points et à faire des différences. On a aussi vu la connexion avec Emma Messman euh, entre les deux où ça s'est très bien passé et on a vu de très belles séquences là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a vraiment cette impression de bah, quand c'est pas à toi, c'est à moi et inversement. Et ça pose un petit peu problème. C'est très prévisible pour les défenses parce que, et c'est là où je parlais du syndrome Valérie Garnier, c'est qu'on a cette fixation de donner la balle à l'intérieur très vite, ce qui annihile un peu les qualités de certaines joueuses du Fener. Je pense notamment à Julie Allemand, à Gabby Williams, comme je le disais juste avant, qui sont des joueurs assez spontanés et où même si Julie est capable de se mettre en retrait pour le service du collectif, à faire jouer les autres, on aimerait qu'elle soit un peu plus agressive, qu'elle attaque le cercle. C'est une joueuse qui est extrêmement rapide, qui est très forte sur pick and roll, surtout que elle retrouve Emma Messman avec qui elle joue en sélection belge. Donc c'est vraiment une relation qu'on cherche encore à trouver dans cet effectif du Fener, qu'on aimerait voir un peu plus souvent, parce que ça pourrait débloquer certaines situations. En attaque, le jeu est parfois très stérile. On est obligé de forcer des tirs, de se remettre à des exploits individuels, un peu de la même manière dont on en parlait avec Bourges ou avec Mersin hier. C'est vraiment des équipes où on cherche encore de la cohérence dans le jeu et arriver les matchs coup près, ça peut poser un vrai souci. Donc c'est là où le Fener doit vraiment progresser et le recrutement qu'ils ont fait là pendant la trêve va peut-être empêcher encore ça. C'est-à-dire qu'on avait déjà un secteur intérieur avec Emma Messman, Tina Charles, Mariam Badian, et on vient rajouter Nyara Sabali, tout juste championne avec le New York Liberty, qui vient se rajouter donc à l'effectif et qui va forcément demander des ballons, qui est venu là pour jouer et qui va pas se contenter de son rôle en W où elle jouait en sortie de banc, des bouts de match pour apporter de la défense, un impact physique. Là, elle va vraiment être un élément majeur de cette équipe pour espérer aller chercher le titre final en Euroleague. Et c'est vrai que on se demande un petit peu si tous les défauts qu'on a pu cibler sur le début de saison avec le Fener ne vont pas être accentués avec ce recrutement. On est déjà sur un effectif extrêmement complet. De la même manière que Mersin, c'est un effectif qui manque un petit peu d'automatisme parce que en championnat, elles peuvent faire jouer que 4 joueuses. Et donc arriver en semaine sur les matchs d'Euroleague, quand il faut retrouver une alchimie, trouver des automatismes avec des joueuses avec qui on joue assez peu en match parce que c'est jamais les mêmes, ça pose un petit peu problème. On a aussi eu des joueuses qui ont été un peu sur courant alternatif, comme beaucoup d'équipes. On pense à Mariam Badian, qui a eu des matchs avec, des matchs sans aussi, mais qui reste une intérieure qui est très pertinente, je trouve, pour cet effectif de Mersin, qui est une intérieure qui est capable de s'écarter, de libérer des lignes de drive pour des joueuses comme Gabby Williams, comme Julie Allemand, qui est capable de libérer l'espace aussi dans la raquette pour Emma Messman, chose que Tina Charles a un peu plus de mal à faire. Donc on la voit s'écarter, on la voit prendre des tirs à 3 points, mais c'est vrai que c'est une joueuse qui aime prendre la balle sur du mi-distance, sur du face-up, jouer un petit peu sur des fade-away, et qui a aussi, comme je disais, du mal à lâcher le ballon, ce qui n'est pas forcément le cas de Mariam Badian. Donc vraiment, il y a tout un équilibre à trouver pour cet effectif du Fener. Contrairement aux autres années, il n'y a pas de candidate MVP en WNBA dans l'effectif. Il y a 2 ans, il y avait Brianna Stewart. L'année dernière, il y avait Nafisa Collier. Donc forcément, ça aide. En plus de Kayla McBride, hein, évidemment. Mais forcément, ça aide d'avoir des joueuses comme ça pour se libérer un petit peu et débloquer des situations un peu compliquées. Mais il y a un vrai équilibre à trouver. Il faudrait remettre Emma Messman au cœur du jeu, vraiment appeler plus de systèmes pour elle, pour qu'elle ait la liberté de trouver des choses et d'impliquer les joueuses qu'il faut au bon moment. C'est une joueuse qui est très intelligente et si Gabby Williams ou Alpere Honard prend un coup de chaud, elle saura les trouver et les servir. Et c'est peut-être ça qui va rendre le Fener encore plus forte sur la fin de saison. Donc on attend de voir avec impatience ce que ça va donner. On est vraiment sur un entre-deux avec le Fener, comme avec Mersin, où on se dit que c'est vraiment deux équipes qui dominent sur cette phase de poule, sur la première comme la deuxième. Attention quand même au Fener, parce qu'il y a 2 matchs contre Valence à jouer, et ça va pas être un cadeau, parce que pareil, il y a un gros secteur intérieur qui va possiblement gêner les joueuses du Fener. Mais on est vraiment, comme je le disais avec Mersin, sur une année où
on les sent vraiment prenables. Autant les années d'avant, on se disait que sur un match, c'était possiblement jouable, mais ça allait être très compliqué de par le talent, de par la cohérence de l'effectif. Là, cette année, on sent que elles sont capables de perdre. Et sur un match où il y a un peu d'adresse sur l'équipe adverse, où ça les défend bien, ça bloque un petit peu l'accès à la raquette, ça arrive à contenir un petit peu Emma Messman pour pas qu'elle soit au cœur du jeu, je vous l'avoue, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Contenir Emma Messman, c'est toujours compliqué. Mais ça peut se faire. On l'a vu, hein, contre Mersin en coupe et en championnat. Il y a eu des phases très inquiétantes de la part du Fener, donc elles sont quand même imposées, mais il y a eu des vrais trous d'air. Donc attention à cette équipe, de ne pas avoir des trous de concentration et des vrais trous d'air offensivement comme défensivement. Donc on a toujours des joueuses comme Gabby Williams et Julie Allemand qui vont faire les efforts, qui vont mettre des vraies pressions. Même Emma Messman qui est très intelligente dans ses déplacements défensifs. Mais attention voilà, à être concentré pendant 40 minutes, à ne pas se faire surprendre, parce que cette année, on sent que c'est beaucoup plus ouvert et que des équipes pourraient les taper. Et voilà, on a fait le tour de ces deux groupes. Donc la vidéo d'hier pour le groupe E, aujourd'hui pour le groupe F. On a deux grosses équipes favorites qui restent les équipes turques du Fener et de Mersin. Attention à quelques équipes comme Valence ou Prague qui peuvent être un petit peu les poils à gratter pour le titre final. On sent que cette année c'est extrêmement ouvert. Il y a forcément moins de talent qui est venu en Europe. Donc ça rabat un petit peu les cartes. On a toujours les équipes turques avec leur budget qui ont des effectifs absolument énormes et qui sont favorites pour la suite. Mais il y a quand même des faiblesses dans leur jeu, donc à voir si les autres équipes arriveront à les exploiter, arriveront à aller au bout. On a commencé sur Rougat Next avec deux vidéos un petit peu hors série sur un bilan pour revenir sur ce qui s'est passé ces premiers mois de compète. On aura une troisième vidéo qui va arriver bientôt où je ne serai pas tout seul, pareil un petit peu hors série. Et après, on prendra un rythme d'une vidéo par semaine où on fera un récap de ce qui s'est passé sur la semaine en Euroleague pour faire un petit peu le point sur les matchs intéressants et les performances de certaines équipes. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme je vous le disais au début de la première, c'est un peu nouveau pour moi, donc il va y avoir des trucs un peu ghetto au début. Vous inquiétez pas, on va s'améliorer au fur et à mesure. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu, à me mettre en commentaire quelles équipes de ce groupe vous a un petit peu impressionné et semble être favorite, ou au contraire une équipe qui vous a déçu. On se retrouve très très vite pour une vidéo hors série, et peace out.